Bienvenue, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Nous sommes toujours en mode pot de flanage et on va passer du sérieux à l'insignifiant en quelques secondes. Comme d'habitude, c'est une nouvelle habitude d'ailleurs. Je commence l'épisode en vous parlant des licences obtenues par le Québec la semaine passée. En tout, à travers le Canada, 6 licences. Une en Alberta, une en Colombie-Britannique, 3 en Ontario et une au Québec. Et au Québec, c'est la compagnie Labo 79 LEF Inc. qui a reçu une licence de microculture. Une seule licence standard parmi les 6 licences octroyées par Santé Canada cette semaine. Toutes les autres sont donc soit des licences de microtransformation ou de microculture. La tendance lourde est vraiment la microproduction. Fait intéressant, c'est la première fois que je vois une référence de Santé Canada, Labo 79 LEF Inc., qui n'apparaît pas au registraire des entreprises du Québec. Je ne sais pas pourquoi, ça ne doit pas être très important non plus, mais c'est une première. Alors, dans le contexte large où la majorité des licences sont octroyées pour des microproducteurs, il ne faut pas croire que les micros sont avantagés d'aucune façon. Il semble même y avoir une fuite vers l'avant, où des niveaux de production plus élevés promettent des économies d'échelle et même de meilleures marges de profit. Alors, est-ce que les demandeurs de licences micro font le pari d'agrandir une fois qu'ils auront obtenu l'assurance de pouvoir augmenter leur production? C'est possible. Si on compare le sort des distillateurs et microbrasseries au Québec, les temps sont durs, on dirait, pour tout le monde. Vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot, je prends un petit café, une seconde. Et MJ, ouais. Non, c'est hors de question. Mon habituel, merci. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les temps font dur. Alors, que devraient faire les PA, les producteurs autorisés, vigilants en 2023? J'ai vu passer sur LinkedIn un billet de Mitchell Ozak qui affirmait qu'une compagnie ne sort jamais d'une période de crise avec une gestion saine. Non, une compagnie navigue plutôt avec succès les zones de turbulence grâce à un leadership adéquat. Et selon Ozak, O-Z-A-K, les leaders les plus éveillés vont concentrer leur énergie sur 3 grandes priorités. Pas 30, pas 28, pas 33, 3. Ozak a comme titre « Consultant chargé de la mise en œuvre de la stratégie de la transformation organisationnelle ». Il est spécialisé dans le cannabis et la prochaine bulle des psychédéliques. Cette bulle est d'ailleurs arrivée au Québec cette semaine avec un article dans le magazine québécois Urbania. Je ne veux pas dire que c'est la première fois qu'on en parlait, mais c'est la première fois qu'on s'adresse aux Québécois d'une façon large pour leur dire que les psychédéliques, les shrooms, tout ça, ça serait très bien le plus vite possible pour remplacer la bulle du cannabis qui est en train d'éclater. Alors, le super PDG en 2023, et ça peut vouloir dire si tu es microproducteur, donc c'est le gars qui arrose les plants le matin. Alors, le PDG SMAT en 2023, que va-t-il faire? Premièrement, il va tenter de réduire d'une façon intelligente ses coûts. La réalité, c'est qu'il y a une baisse des prix de gros et de détail pour les produits de cannabis. Donc, peu importe ce que tu fais, tu les vends pour moins cher. Le coût des engrais et des emballages augmente. Les réductions d'effectifs peuvent aider à l'occasion, mais la tronçonneuse n'est plus de mise. Il faudrait utiliser un scalpel pour couper dans le gras, mais sans toucher aux muscles. Alors, quels seraient les meilleurs gestes? Selon lui, il faut, toujours dans la première catégorie d'action, celle qui consiste à réduire d'une façon intelligente les coûts, les meilleurs gestes seraient de réduire le nombre de produits. C'est ce que font aussi les restaurants d'une façon générale. On parle d'améliorer également la gestion du coût des intrants et des fournisseurs, peut-être en se regroupant. Il y a des idées de coopératives et d'autres choses de ce genre qui
ferait du sens au Québec et ailleurs dans le monde. On parle de se débarrasser des stocks obsolètes. Si vous avez de la trim qui date de 2 ans, c'est peut-être le temps de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre, parce que ça coûte très cher en espace de stockage. Et c'est très dur pour le moral aussi. Et finalement, on parle d'externaliser les activités non essentielles, comme par exemple l'informatique ou le recrutement. OK, maintenant, deuxième catégorie de gestes utiles à faire en 2023. OZAC parle de véritables efforts pour améliorer l'engagement des employés. OZAC affirme évidemment que la loyauté et la productivité d'une personne exigent plus que des promesses. Et il ose parler de toxicité culturelle dans l'industrie du cannabis, plus l'instabilité financière, plus un marché du travail très serré. Et tout ça donne ou égale une rotation du personnel très élevée et un désengagement. Les gens peuvent être présents au travail, mais ne travailler que modestement, disons. Alors, dans ce cas-ci, quels seraient les meilleurs gestes? OZAC dit que les dirigeants devraient donner l'exemple, pour commencer. Ensuite, il parle d'une amélioration des programmes de formation. Ensuite, la promotion de la libre communication dans l'ensemble de l'organisation. Ça semble être très dur dans les boîtes de moyenne et de très grosse taille. Beaucoup de grandes organisations semblent avoir des responsables de culture qui n'ont jamais fait pousser un pissenlit, mais qui dirigent des équipes de maîtres cultivateurs sans gêne. Et finalement, on parle de clarifier la vision et les objectifs de l'entreprise. Si tu ne sais pas où tu vas et que tu n'es qu'un rouage, bien, ça n'aide pas du tout à t'orienter. Finalement, troisième secteur d'amélioration possible. Alors, il parle aux actes toujours d'une meilleure innovation des produits. Alors, il dit que la croissance dépend de l'introduction régulière de produits à succès. Évidemment, on le sait, les consommateurs n'ont aucune fidélité. Si c'est dur d'avoir des employés fidèles, des consommateurs fidèles, c'est encore plus rare. Ils sont très réactifs, les consommateurs, au prix. Et finalement, ils veulent des nouveautés. Nouveau, ça fonctionne. Ensuite, l'entreprise devrait avoir une meilleure connaissance de sa clientèle. Ça semble aller de soi, mais finalement, on sait très peu de choses sur les gens qui consomment du cannabis au Québec et ailleurs au Canada. Et finalement, on en revient au bon phénotype, à cette chasse qui consiste à trouver, un peu comme dans une loterie, à trouver le cultivar que les gens vont apprécier 6 mois, 1 an plus tard. Donc, ce que je retiens des commentaires d'OZAC, c'est que 2023, évidemment, va être une grosse année pour les producteurs autorisés canadiens et américains. Ils ont beaucoup de pain sur la planche. Juste une seconde. Merci, MG. Oh, c'est bon, toujours. Un peu d'eau. OK. On disait quoi? Ah oui, que les PA canadiens vont avoir beaucoup de pain sur la planche. Et parlant de pain sur la planche, vous savez qu'il y a certains aliments qui sont réputés être capables d'avoir un impact sur le buzz du cannabis. Alors, parmi ces aliments, on retrouve évidemment le chocolat. Et j'ai trouvé tout ça dans un article de Ben Hartman, Hartman, sur le site de The Canigma, D-T-H-E, Canigma, C-A-N-N-I-G-M-A. Ce qui est intéressant de ce site, c'est que tous les articles publiés font l'objet d'une révision scientifique. Dans le cas précis qui nous intéresse, l'article a été revu ou relu par Cody Peterson. C'est un pharmacien, un autre gars que je lis à tous les jours sur LinkedIn. Et juste pour vous donner une idée de ce que le site promet, voici ce que j'ai trouvé et que je vous traduis texto. Nous adoptons une approche fondée sur des preuves pour chaque question relative au cannabis, de la sécurité à la cuisine en passant par la recherche médicale, et nous rendons toutes ces informations digestes et utiles. Nous nous engageons à faire en sorte que ces informations scientifiques soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin, que ce soit pour soulager leur propre souffrance ou celle d'un proche, pour en apprendre un peu plus ou même, pour le plaisir. Fin de la citation. J'aime bien tout ça, je l'avoue. Je trouve que avoir un gars comme Cody Peterson qui relit tes articles et qui donne son sceau d'approbation, dans le fond, sur le contenu scientifique, c'est un plus incroyable. Donc, le chocolat contiendrait des substances qui, par imitation,
sont capables d'activer des récepteurs du SEC, le système endocannabinoïde. Une des molécules dans le chocolat serait l'anandamide, alias la molécule du bonheur. Le high du coureur serait causé, entre autres, par une plus grande production d'anandamide. Et si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous vous souvenez de l'épisode 84, intitulé « L'euphorie du coureur, un vrai high ». Eh bien, on a tout vu ça déjà, on en a discuté. Mais c'est toujours utile de se rafraîchir la mémoire. La mienne, en tout cas. L'anandamide, j'avais oublié de la façon de bien le prononcer. Alors, l'alcool aurait aussi un effet sur le high. Cela paraît normal puisque l'alcool affecte le système nerveux central, comme le cannabis. En fait, on parle d'une augmentation de l'altération des performances observées dans les combinaisons alcool-cannabis. Cela veut dire la capacité de conduire un véhicule moteur, par exemple. La libération, encore elle, la libération de l'anandamide augmenterait sous l'influence de l'alcool. Et puisqu'on parle de cannabis, on doit donc obligatoirement penser aux terpènes et, logiquement, aux herbes aromatiques comme le basilic et l'origan. La théorie est que la consommation de ces herbes, dans le cours d'un repas, pourrait potentialiser les effets du cannabis. Finalement, il y a les acides de gras oméga 3 que l'on retrouve dans les noix, les légumes verts, les petits fruits, par exemple. Je n'ai pas nommé le poisson, hein? J'ai fait exprès. Alors là, je cite l'article, plus ou moins texto. Ces types d'acides gras interagissent avec le système endocannabinoïde et l'anandamide, encore elle, est dérivée de l'acide arachidonique, un acide gras oméga 68. Fin de la citation. Je ne suis pas trop sûr de ce qu'est l'acide gras oméga 68. Si vous avez une idée, Luc Prévost à hotmail.com. C'est un sujet intéressant, non? Tout ça. Et si on me promettait une consommation là, tout de suite, avec des fleurs et des herbes fraîches, je pense que je n'hésiterais pas une seconde. Vous, est-ce que ça vous tente, ce genre de drink alcool peut-être, ou même sans alcool, mais avec des herbes et des fleurs qui viendraient potentialiser votre consommation de cannabis? À essayer. En tout cas, cet été, je vais faire pousser de l'origan devant chez moi. Vous le savez, hein? J'en ai parlé à quelques reprises. Nous sommes à cette période où la révision sur la loi du cannabis est à peine commencée, mais déjà les choses semblent bouger dans l'industrie. Comment? C'est que la Saskatchewan et les Premières Nations s'entendent. Et c'est le magazine StratCan qui rapportait la semaine passée, et là je cite texto le premier paragraphe de l'article, que le gouvernement de la Saskatchewan a présenté une nouvelle loi qui, si elle est adoptée, permettra aux Premières Nations de la province d'obtenir une licence et de réglementer la distribution et la vente de cannabis dans les réserves. Fin de la citation. Ici, le but est de créer des règles de jeu plus équitables. Ainsi, les Premières Nations ne feront plus affaire avec la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority, la SLGA, sans doute l'équivalent de notre SQDC, pour l'obtention de leur permis, ce qui est le parcours habituel depuis les débuts de la légalisation. Un nouveau cadre juridique confère aussi aux Premières Nations toute la légitimité pour l'application des lois et règlements sur leur territoire. Mais, il n'y a pas unanimité. Derek Sunshine, le chef des Premières Nations de Fishing Lake, c'est dans le même coin, d'après ce que je comprends. Lui n'entend pas du tout suivre ce chemin. Il rejoint ainsi un large groupe de communautés qui exercent leurs droits complètement à l'extérieur du cadre provincial fédéral de la loi sur le cannabis. Mais ça, c'est une saga pour une autre fois. Ce qui a aussi retenu mon attention, c'est le retour du cultivateur de cannabis original ou originel. Oui, alors ici, on discute des cultivateurs qui alimentent le marché original ou originel, c'est selon. Oui, je parle évidemment du marché noir. Eh bien, on dirait qu'ils sont toujours très actifs. Je vous donne un exemple, celui de la Californie. La Californie a légalisé le cannabis médical en 1996 et le cannabis non médical fin 2016, si ma mémoire est bonne. Malgré ce travail d'avant-garde, les experts estiment que le marché légal ne représenterait aujourd'hui, en 2022, que 25 % du marché californien. Donc, inversement, 3/4 des ventes proviennent donc forcément des cultivateurs originaux. Qui sont ces exploitants agricoles illicites?
Bien souvent, ce sont des gens qui sont en activité, d'une façon presque familiale, depuis plusieurs générations. Il y a donc une sorte de perception romantique du cultivateur originel. Et si vous avez eu la chance d'écouter le reportage dont je vous ai donné le lien il y a quelques semaines, qui était un reportage de Forbes, on peut voir des gens très dignes qui parlent de leur travail familial depuis 30, 40 ans et de leur obligation de retourner au marché noir pour survivre. Et évidemment, tout ça n'a rien à voir avec le réseau ontarien qui utilisait, il y a quelques mois à peine, des Mexicains dans une forme d'esclavagisme dénoncé par le consulat mexicain lui-même il y a quelques semaines. On parle ici de gens qui travaillent dans l'illégalité depuis plusieurs générations et qui ne réussissent tout simplement pas à intégrer le marché légal pour plusieurs raisons, malgré aussi beaucoup de promesses. Donc, dans une industrie qui ne cesse de grandir, les problèmes de main-d'œuvre existent depuis les débuts de la légalisation, au Canada, aux États-Unis et partout. On peut penser, en tout cas c'est mon souhait, que les prochains pays qui vont légaliser vont trouver une façon plus intelligente pour intégrer les talents du marché original. Dans un autre registre maintenant. La guerre du THC continue de faire des victimes, mais cette fois-ci, ce n'est pas le consommateur. C'est plutôt la compagnie californienne Stiiizy, et ça s'écrit S-T-I-I-I-Z-Y. Donc, la société californienne Stiiizy est poursuivie pour avoir menti sur les taux de THC dans ses joints pré-roulés. Des millions d'anciens clients ont intenté un recours collectif, en plus de demander une injonction pour faire stopper la vente des produits visés par le recours. C'est quand même assez dur. Mais c'est que la différence entre le pourcentage de THC annoncé et le taux réel était bien supérieure à l'écart de 10 % qui est permis. C'est le même écart au Québec et au Canada. Je vous donne un exemple. Le 40 Stranana 2G Pre-Roll était supposé contenir 50,57 % de THC, alors que des tests indépendants ont mesuré le pourcentage réel entre 33 et 34 %. Donc une différence de plus de 15 %. Le monde s'essaye, on dirait. Et pourquoi est-ce que le monde s'essaye comme ça un peu partout? Eh bien, on dirait que les pressions de l'inflation sur la consommation du cannabis se font ressentir de plus en plus fortement. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment les consommateurs réagissent-ils aux pressions générales de l'inflation sur les prix des produits? Ça tombe bien, il y a un MSO, c'est-à-dire un Multi-State Operator, Jushi Holding, J-U-S-H-I Holding. C'est un opérateur de cannabis intégré verticalement dans plusieurs États américains. Eh bien, ce MSO vient de publier les résultats de son deuxième sondage annuel Cannabis Consumer Insights Holiday Poll. Plus de 1000 consommateurs de cannabis ont été interrogés. Et qu'est-ce qu'on apprend? 63 % des personnes interrogées ont déclaré que l'inflation leur avait fait très mal. Par contre, leur consommation ne baisse pas pour autant. En fait, un quart des gens ont déclaré une augmentation de leur consommation. Cette enquête nationale menée par Paul Fish a recueilli les réponses de 1000 consommateurs de cannabis dans les États américains où la vente de cannabis est légalisée pour les adultes de 21 ans et plus. Alors, la solution adoptée par les consommateurs pour endiguer l'inflation a consisté tout simplement à acheter des produits moins chers qu'avant. La fleur continue sa domination avec une préférence avouée par 58 % des consommateurs. Le prix et le pourcentage de THC demeurent des facteurs déterminants. Les préférences qui pouvaient préalablement être exercées du genre indica, sativa, hybride, eh bien, ces préférences tendent à disparaître. Si on dit ça moins gentiment, c'est que ces catégories ne veulent plus rien dire de précis pour les consommateurs. OK. Maintenant, l'arnaque Juicy Fields. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Mais les choses se précisent et ça devient très intéressant pour plein de raisons qui ne sont pas nécessairement reliées strictement au cannabis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les poursuites contre les grands médias sociaux se précisent. L'avocat Lars Olofsson a identifié les serveurs de Facebook, alias Meta, qui furent installés à Luleå en 2011. Luleå, c'est une ville suédoise située à une centaine de kilomètres du cercle arctique. Les serveurs ont sans doute été installés là parce que tu n'as qu'à ouvrir la porte pour refroidir les serveurs. Donc, c'est là que le crime s'est produit.
mes clients sont entrés en contact avec l'escroquerie de Juicy Field par le biais de ses serveurs, a déclaré Olofsson. Olofsson, c'est O-L-O-F-2-S-O-N. Alors Olofsson avance que Meta aurait contourné les lois antifraude suédoises. Et ça va être donc une affaire fascinante à suivre qui pourrait avoir un impact majeur sur les activités de publicité et de propagande sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, l'avocat a dans sa mire 70 personnes, 60 banques et 40 entreprises liées aux activités et à la publicité de Juicy Fields. Si on veut rester dans ce contexte de scandale, bien, il faut absolument parler du système d'extorsion payé pour jouer en Ontario. Alors, payer pour jouer, ça se traduit en anglais « pay to play ». Donc, on parle d'un stratagème. La gamique est assez simple. Gamique, G-A-M-M-I-C-K. Alors, imaginons un PA. Tu veux vendre dans un magasin en Ontario, une chaîne de magasins. Eh bien, pour être sûr d'obtenir une bonne place dans les étagères, certaines chaînes vont exiger de l'argent. Pour justifier ce paiement, la chaîne, en retour, va partager des données de vente. En gros, il s'agit d'un fichier Excel, quoi. Rien de plus. Tu es un petit PA qui ne peut pas se payer ce genre de pseudo-service? Eh bien, tant pis pour toi. Ouais, c'est comme ça. Ce genre de manière de faire de l'argent existe depuis toujours dans les chaînes d'alimentation. C'est pas le cannabis qui a inventé ça. Tous les produits qui se retrouvent, par exemple, aux extrémités de votre marché d'alimentation, là, aux extrémités des étagères, eh bien, tous ces espaces sont l'objet d'un commerce âpre. Alors, dans le cas qui nous intéresse, c'est le journaliste, qui d'autre, Matt Lammers, qui a révélé la chose la semaine passée. Ces frais remettent en cause l'existence du réseau de détaillants que l'industrie juge nécessaire pour sa survie. C'est incroyable. On parle de dizaines de milliers de dollars de frais de référencement. C'est ça le terme qui est utilisé. En anglais, on parle des slotting fees. Ces frais sont tout simplement impossibles à considérer pour des microproducteurs et même des gens qui sont, je dirais pas tiers 1, mais tiers 2 de l'industrie. Pas les super dominants, les gros géants, mais ceux qui sont entre les deux. Personne n'a des milliers de dollars à donner à des détaillants de cannabis. Personne. Le Québec, et là, il faut se saluer quand on peut, faut se féliciter, eh bien, le Québec n'a pas ce genre de problème. Pourquoi? Vous le savez, à cause du monopole de la SQDC. Mais, l'Ontario avait déjà prévu ce type d'action en interdisant formellement aux producteurs autorisés de payer les détaillants pour un traitement préférentiel. Donc actuellement, l'Ontario ferme les yeux en faisant semblant de croire que la combine d'échange de données pour de l'argent est légitime. Les petits magasins tant souhaités par l'industrie sont détruits par l'industrie qui les souhaitait. Il faut le faire, c'est bien. Alors on revient maintenant flâner à New York où les standards sanitaires sont peut-être devenus trop bas. Alors que le Canada fait la promotion de produits propres grâce à la légalisation, je vous ai raconté il y a quelques semaines que New York semblait emprunter la voie inverse. Oui, l'État de New York a réduit ses exigences sur plein de domaines reliés à la propreté de ses produits. On parle du nombre de bactéries viables et sur le nombre total de levures et de moisissures pour les produits de cannabis non extraits. Alors certains joueurs de l'industrie, comme Roger Brown, un propriétaire de laboratoire aux États-Unis, croient que si les exigences initiales étaient trop élevées, il faudrait d'ailleurs être capable de les mesurer avec les exigences québécoises ou canadiennes, eh bien les nouvelles normes sont trop faibles. Et ce qui arrive à New York pourrait avoir un impact sur toute l'industrie américaine. M. Brown suggère aux législateurs new-yorkais de s'inspirer des normes de la Floride ou de la Californie. D'accord. Alors, personnellement, j'accorde peu d'importance aux listes de produits les plus vendus. J'accorde plus d'importance à des commentaires faits par des internautes ou des gens à qui j'ai la chance de parler. Mais, la liste des cultivars les plus populaires en 2022 a son utilité. Mais quelle utilité? Mais celle qui consiste à essayer de se projeter dans l'avenir pour comprendre quels seraient les produits qui pourraient être vendus à la SQDC en 2023, par exemple. C'est toujours utile de voir quels sont les produits qui sont fréquemment mentionnés, au Canada, aux États-Unis, en Europe, peu importe. Et c'est la société Leafly qui propose cette liste d'une dizaine de cultivars.
Leafly mentionne d'ailleurs avoir une base de données qui est maintenant de plus de 6000 cultivars. Alors je vous les nomme sans ordre particulier. Ice Cream Cake, Blue Dream, Wedding Cake, Gelato, Original Glue, Pineapple Express, Sour Diesel, Mac, Purple Punch et Durban Poison. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette liste? Est-ce que vous y voyez de vraies tendances? Ou est-ce que c'est un autre outil de marketing que les gens ou les producteurs autorisés auraient payé pour avoir leur nom dans cette liste? Est-ce que vous voyez des candidats pour le prochain cultivar à la mode à la SQDC? Si oui, faites-moi signe, lucprévost@hotmail.com. Alors, la SQDC, elle, n'arrête pas d'innover. Et si vous habitez Saint-Jean-sur-Richelieu, Mirabel ou Saint-Jérôme, je vous informe que la SQDC étendra temporairement son service de livraison le jour même à ces 3 municipalités pour améliorer l'accessibilité aux produits de cannabis légaux à moindre risque pour la clientèle habitant dans certaines régions affectées par le conflit de travail en cours. Ah, c'est bien dit tout ça. Maintenant, si la SQDC fait des modifications, Santé Canada aussi. Et il y a une très grosse nouvelle pour les producteurs autorisés qui est arrivée, et peut-être même pour les consommateurs. Mais trop tôt pour le dire. Santé Canada a donc apporté des modifications concernant la recherche sur le cannabis, des essais menés avec du cannabis et les boissons contenant du cannabis. Voici texto ce que dit Santé Canada. La plupart des recherches non thérapeutiques sur le cannabis seront réglementées uniquement par le règlement sur le cannabis, à quelques exceptions près. La recherche non thérapeutique sur le cannabis peut comprendre des études qui examinent l'apparition et la durée des effets d'un produit de cannabis, des études qui éclairent l'élaboration des produits et des études liées à la santé publique. Auparavant, la plupart de ces recherches étaient réglementées à la fois par le règlement sur le cannabis et par le règlement sur les aliments et drogues à titre d'essai clinique. Pour bien faire, j'ai questionné 2 producteurs autorisés pour tenter de comprendre ce que signifiaient ces paragraphes. Mais personne, à date, n'a pu me renseigner correctement, ou me renseigner tout court. Et quelle heure, là? C'est l'heure. Une seconde. MJ, merci beaucoup. C'est très bon. Bye. OK, je me ramasse. On peut pas faire un épisode sans parler des pas gênés de chez CannTrust. Alors, c'est quoi CannTrust? Eh bien, c'est le premier grand procès de l'industrie légale du cannabis au Canada. Un procès complètement oublié par les grands médias et même par l'industrie elle-même. Cette semaine, on a appris que le scandale des salles de culture non autorisées était largement discuté par les employés chez CannTrust, avec leur patron et tout et tout. Un ancien employé a dit noir sur blanc lors du procès que personne ne se cachait. Alors le trio Peter Aceto, Eric Paul et Mark Lidvin sont accusés de fraude et tous les 3 ont plaidé non coupables. D'autres accusations de délit d'initié et de fausse documentation pèsent sur les 3 hommes. L'employé qui est venu témoigner, M. Graham Lee, avait écrit des courriels pour alerter le personnel, mais aussi pour se protéger avec des traces écrites. Ces preuves lui semblaient importantes, et ça, il dit ça dans son témoignage, et là je le cite texto, parce que j'avais l'impression qu'on me jetterait sous le boss assez rapidement. Les abus n'appartiennent pas qu'à l'Ontario et au cannabis. Il y a aussi le marketing abusif de Jules qui va lui coûter 1,2 milliard. Jules, ça s'écrit J-U-U-L, mais donc on n'est pas dans le cannabis, mais presque. Pourquoi? Parce que Jules est un fabricant de cigarettes électroniques qui va devoir payer 1,2 milliard de dollars pour mettre fin à plus de 10 000 poursuites pour avoir ciblé avec son marketing des consommateurs mineurs. Oui, rien de moins. Jules, qui vient tout juste de payer un autre montant de 439 millions dans un autre cas de marketing abusif auprès d'une clientèle d'âge mineur. Donc, on peut évidemment s'attendre à la même chose dès maintenant dans l'industrie du cannabis. Il n'y a pas de raison pour que ces gens-là voient dans le cannabis une raison de se restreindre. Je n'en vois pas. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Et en Ontario, le gouvernement Ford, je ne dirais pas qu'il vient de se réveiller, mais le gouvernement Ford veut aider au développement de l'industrie touristique du cannabis. Et comment? Eh bien, M. Daniel Safayeni de la Chambre de commerce de l'Ontario
dit qu'il faut permettre des événements spéciaux et des salons pour la clientèle qui vient de l'extérieur de la province. Et là, je le cite. « Regardez, a dit M. Safayeni, ce que les régions de Niagara et du comté de Prince Edward ont fait pour le vin. Ça pourrait être la même chose pour le cannabis. » Monsieur Safayeni a une vision qui doit plaire à toute l'industrie du cannabis. Je pense que j'ai le temps encore pour une dernière. Ouais. La semaine passée, CNN a largement discuté d'une recherche sur le cannabis et les effets placebo. La communication scientifique en question est une méta-analyse de 20 études qui portaient sur 1459 personnes. La recherche est intitulée « Réponse au placebo et attention des médias dans les essais cliniques randomisés évaluant les traitements de la douleur à base de cannabis ». Et qu'est-ce que nous apprend cette recherche? Voici plus ou moins texto la conclusion. Le placebo contribue significativement à la réduction de la douleur observée dans les effets cliniques sur les cannabinoïdes. L'attention positive des médias et la large diffusion peuvent maintenir des attentes élevées et façonner les réponses au placebo dans les essais futurs, ce qui a le potentiel d'affecter le résultat des essais cliniques, les décisions réglementaires, la pratique clinique et finalement l'accès des patients aux cannabinoïdes pour soulager la douleur. Fin de la citation. Je ne dis pas que les résultats de cette méta-analyse sont faux. Je dis que CNN oublie de mentionner que l'effet placebo joue à plein péteux pour tous les produits ou les médicaments de prescription. Tous. Et parfois, l'effet placebo vérifié est plus grand que l'effet qui peut être attribué aux médicaments prescrits. Je retiens également ce que les chercheurs appellent, et ça me paraît très important, le rituel du traitement. Le fait d'avoir l'attention de professionnels en sarrau qui s'affairent pour appliquer un traitement peut influencer la manière dont notre corps et même notre esprit recevront les soins. Le taylorisme, qui date de Henry Ford, les années 1895, je crois, s'intéressait déjà à ce phénomène et le fait qu'un ouvrier d'usine soit observé augmentait sa production. Donc, rien de nouveau réellement. Par contre, alors sans les comparer réellement, je retrouve largement dans ce rituel du traitement des conditions similaires à celles créées par le rituel de la préparation d'un joint. Peut-être que je tire beaucoup sur la corde, là. Je ne dis pas que le buzz est un effet placebo, jamais je ne dirais ça. Mais j'observe des gens qui se roulent des joints depuis une 50aine d'années, au minimum, sur plusieurs continents. Et j'ai vu des tonnes de gens incapables de se concentrer dans leur vie en général et devenir soudainement des vrais bouddhas, des petits bouddhas, là, le temps qu'ils se roulent un joint. Le cannabis réagit avec le système endocannabinoïde, c'est vrai. Mais le cannabis agit en premier lieu sur quoi? Bien sûr, sur notre odorat. Et si on regarde ce que nous savons déjà collectivement, ensemble, nous, vous, moi, ce que nous savons des huiles essentielles, eh bien, cela devrait nous permettre de voir collectivement beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Et voilà, c'était le 131e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages, toujours très précieux, et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.